Bon les amis, les jours ont passé depuis les premiers rushs de cette vidéo. Je poursuis, je vous ai expliqué pas mal de choses jusqu'à présent. C'était un peu long, j'ai découpé la vidéo, vous l'avez vu. Je vous ai fait deux petits exemples en situation réelle sur des mouillages réels. On va passer à la suite, il y aura un peu de théorie, un peu de réflexion. Encore une fois, ces choses, si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas la vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-moi des commentaires sur des compléments, sur des choses comme ça. Prenez le temps, mettez-la de côté et puis demandez la traduction, puis lisez-la si vous voulez. Dans cette partie-là, on va commencer par se poser la question, oui mais et l'imprévu. L'imprévu, on s'est installé au mouillage, tout va bien et il arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu, comment y faire face? L'imprévu, c'est le temps qui tourne et aujourd'hui, il y a des grains qui s'enchaînent avec le vent qui passe de 15-20 nœuds à 25, 30, 40 en quelques secondes, plusieurs fois par jour. Ça, c'était l'imprévu. L'imprévu, on a une grosse tempête sur deux îles plus loin à 200 bornes et puis soudain, on a 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres de houle qui vont venir ou qui sont déjà sur le mouillage et comment gérer. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont l'imprévu, des choses, ça y est, le vent a forci, pendant 1 ou 2 jours, au lieu des 15-20 nœuds auxquels on était habitué, on va avoir 25, 30, 35. Comment faire face à ces choses? Le premier point sur lequel je voudrais attirer notre attention à tous, et c'est un point qui est souvent négligé, c'est, je vais vous prendre une analogie, une image, un exemple. Imaginons une voiture qui roule sur une route bien établie à vitesse constante. Route droite, du bon goudron, ligne droite, aucun problème. Là, la voiture ne subit aucun imprévu, aucun chaos, rien de particulier. C'est une situation qu'on peut imaginer. Ça, ce sont nos bateaux par des bonnes conditions de navigation, même par vent fort. Hein. Une voiture bien faite, elle peut rouler très vite sur une autoroute. Hein. Nos bateaux, certains bateaux vont très vite. Il n'y a aucun souci. La mer n'est pas formée, il n'y a pas de rafale, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de piège. Ça, c'est les conditions normales. Quand je parle des conditions normales pour une voiture, c'est on est en boîte automatique, on est en régulateur d'allure, les gamins dorment derrière sur le siège, à la limite, le conducteur s'endort. En fait, on passe la main au tout nouveau module de conduite automatique sur autoroute des voitures très modernes. Bon, tout va bien. Ce que j'appelle imprévu pour nos mouillages, transposé à l'analogie de la voiture, ça serait... On est dans un vieux 4x4, dans une piste, dans un pays pour lequel les pistes sont dans un état délabré. Il y a des virages de partout, il y a des arbres, il y a des trous, il y a des animaux, il y a des gués à passer. C'est le bazar, la voiture est secouée dans tous les sens. Les amortisseurs sont HS, on va casser quelque chose et on va finir par casser quelque chose. C'est ça l'imprévu, c'est par rapport à des conditions standards, normales, habituelles, des choses qui mettent notre équipement à rude épreuve. Pour un bateau, l'imprévu en navigation, hein, ou au mouillage, puisqu'on parle de mouillage ici, ça va être une grosse houle qui se met en place, ça va être les grains qui s'enchaînent les uns sur les autres. Ça pourrait presque être le fond de qualité médiocre, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Si j'en reviens à mon sujet, le mouillage, l'imprévu, une rafale de vent, ça peut être 50% de vitesse en plus. Je vous rappelle que l'énergie du vent est donnée est répercutée sur l'ancre et que l'énergie, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Je vous laisse faire les calculs, hein, mais passer de 10 à 15 nœuds de vent, on n'est pas du tout sur les mêmes proportions. L'énergie a plus que doublé. Ça peut mettre notre ancre et notre ligne de mouillage à rude épreuve. Toujours pareil, avec de la houle, avec des rafales, notre bateau peut faire des embardées. Tiens, embardées, je vous explique. Je vous fais un petit schéma. Ici, on va dessiner l'ancre. Je vais lui rajouter la chaîne. Voilà, une petite tortille jaune. Et au bout, on va y positionner. Alors, je fais un monocoque ici. C'est pareil pour un catamaran. Mon petit monocoque, il va être en bleu. Voilà, il est en position. Il est tendu au bout de sa chaîne sur sa ligne de mouillage. Il y a une rafale qui survient. C'est mes petites flèches en rouge. On est dans l'axe du vent pour le moment. Qu'est-ce qui va se passer? Le bateau n'est pas forcément pile poil dans l'axe et le vent va le prendre un petit peu sur le travers. Là, mon bateau, il va obliquer un petit peu. Voilà. Je le redessine. Il a reculé un petit peu puisque le vent l'a un peu poussé. Ça a tendu un petit peu plus la chaîne. Et petit à petit, il va finir par se remettre dans l'axe du vent
mais avec la chaîne qui part sur le côté. Bien, là, la rafale va diminuer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je représente ma chaîne à ce moment-là, et je supprime mes deux positions de départ. Qu'est-ce qui va se passer? Le vent a baissé, le bateau va revenir sur sa chaîne, la chaîne va tomber un petit peu au fond et va retirer le bateau un petit peu devant. Donc voilà, mon bateau ravance un peu. Il va ensuite se remettre un peu dans l'axe du vent, quasiment dans sa position initiale, mais avec l'inertie du mouvement, il finira à un moment donné, on va le voir juste l'étape d'après, il finira à un moment donné par être juste un petit peu en oblique dans l'autre sens. Et là, on va enclencher le même mouvement, mais de l'autre côté, voilà. Et voilà, et on fait des allers-retours, et à chaque fois qu'on arrive en bout de ligne comme ça, on a une grosse tension sur la chaîne, puisqu'à ce moment-là, elle est tendue, et ça dissipe beaucoup d'énergie dans le système. Ce sont des embardés, c'est ça qui est dangereux quand il y a des rafales sur notre mouillage. Le bateau finit toujours comme ça par se remettre dans l'axe du vent, mais à ce moment-là, il a beaucoup tendu sur la chaîne, il a vraiment chargé l'ancre. Oui, notre bateau peut faire des embardés qui peuvent le mettre sur des angles de 50-60 degrés du vent. Ça fait des tensions instantanées, immédiates, considérables sur le mouillage. Vous l'avez compris maintenant, l'ancre, la chaîne, le davier, les liaisons chaîne-ancre et tout ça, c'est fait pour tenir le bateau en place, pour qu'on ne décroche pas et qu'on ne perde pas le bateau. Quand on a les conditions imprévues dont je vous parle, la tension, la charge, la puissance que le bateau doit encaisser, que toute la ligne de mouillage doit encaisser, est facilement multipliée par 2, par 4. Dans des grosses rafales sur un gros grain avec de la houle établie, on est à x10 sur la résistance que doit avoir la ligne de mouillage. x10, c'est considérable. Là, rallonger en soi ne suffit plus. Pour amortir les sautes de tension qu'il y a sur notre ligne de mouillage, la première chose que nous avons à disposition, c'est notre chaîne. Et on a vu qu'à faible profondeur, la chaîne, elle est globalement horizontale. Elle n'a pas beaucoup de possibilités de faire de prendre de l'énergie, de se distendre un petit peu. En d'autres termes, à relativement faible profondeur, si le vent forcit beaucoup, la chaîne va être vite rectiligne, elle ne pourra pas accumuler des rafales ou de la houle. C'est pour ça qu'on a avantage à mouiller un peu plus profond si on imagine qu'on peut avoir des conditions un peu compliquées durant notre séjour. Plus on sera profond, plus la chaîne aura une courbe, une caténaire marquée, vous avez vu la caténaire dans la première vidéo, plus elle pourra donc s'étendre et puis libérer la tension entre les rafales ou entre les trains de houle. Au passage, je vous parle de la houle depuis tout à l'heure, on comprend aisément qu'un mètre de houle quand on est mouillé dans 3 mètres de fond, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'un mètre de houle quand on est mouillé sur 15 mètres de fond. Par rapport à la surface, oui, c'est vrai, c'est toujours un mètre de houle. Mais si on réfléchit, la houle océanique qui vient se mettre dans notre baie au mouillage aujourd'hui, si elle fait, mettons 1 mètre pour l'exemple, en plein océan, sur des centaines ou des milliers de mètres de profondeur, l'énergie va se dissiper un petit peu en augmentant la taille de la houle quand on va se rapprocher du bord. Comme un tsunami, c'est le même principe. Ça veut dire que sur 15 mètres de fond, le mètre de houle océanique, il fera peut-être 1,10 m ou 1,20 m, mais il fera peut-être 2 mètres sur les 2-3 mètres qu'il y a au bord de la plage, sur lesquels certains mouillent sans considérer ces choses-là. Donc la houle, même si c'est 1 mètre de houle par rapport à la surface, c'est constant, quel que soit l'endroit où on se trouve, il est toujours plus avantageux de mouiller un peu plus profond. Je continue mes imprévus. Vous avez compris que tous ces imprévus, la plupart du temps, ils sont prévisibles et on peut anticiper. C'est aussi le but de la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer si je sais que le vent va monter de façon sérieuse? Voilà. Je suis installé ici au mouillage à Sainte-Anne depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois, peu importe, quelques jours. Et je sais que sur Saint-Vincent, 2 îles au sud, il y a une grosse tempête. Et je vais prendre le vent de retour de la tempête d'ici demain. Qu'est-ce que je fais?
Bon, en gros, dans ces cas-là, j'ai 3 solutions. La première, je remonte la ligne de mouillage et je me casse. Je me barre, je remonte, je vais en Guadeloupe, je ne sais pas, je vais à Saint-Pierre, je vais me mettre à l'abri, je me mets en marina si besoin est, mais sinon je m'en vais. Si je ne peux pas établir une ligne de mouillage qui me permette d'étaler le gros temps, le mauvais temps qui va m'arriver dessus et que je connais déjà, alors je m'en vais. La deuxième possibilité, je vais mouiller plus profond pour mettre une ligne de mouillage de même longueur, 100 mètres. Mais on l'a vu dans la première vidéo, si je suis mouillé plus profond, j'ai mon multiplicateur nécessaire pour absorber l'énergie, il est moins grand. Je peux donc avoir avantage, au lieu d'être dans 6 mètres, aller me chercher 10, 12, 15, peut-être 20 mètres. J'aurais juste à réfléchir à il faut que mon ancre soit tirée le plus à l'horizontale possible. Les fadas qui vous disent ouais, 30 degrés ça tient encore, ce sont des menteurs, ça leur est jamais arrivé. Je vous le dis, 5-6 degrés c'est l'optimum, au-delà il faut faire gaffe et pas par mauvais temps. Donc ça c'est la première option, je me barre ou je vais mouiller plus profond, ça c'est mes 2 options privilégiées. La troisième est en fait elle va être liée à ma ligne de mouillage dans son ensemble. Ma troisième, c'est il faut que j'installe sur mon bateau quelque chose pour absorber l'énergie et la restituer, un amortisseur. Et j'y viens, ce que beaucoup de bateaux ne font pas. Les catamarans le font d'office sans savoir à quoi ça sert, c'est notre pas de doigt. Les monocoques le font quasiment jamais sans savoir qu'ils en ont besoin. L'amortisseur textile, on appelle ça. Donc je le redis, sur un catamaran, c'est la patte doigt que vous avez tous vu, qui part d'une étrave à l'autre et qui est attachée sur la chaîne quelques mètres dans l'eau généralement. À quoi sert l'amortisseur textile? Généralement c'est du nylon et quand il va y avoir une surcharge, un train de houle qui passe, une survente liée à une rafale, alors cet amortisseur va s'étendre un peu sous la charge. C'est pour ça que là, sur un catamaran sur patte doigt, la chaîne est souple sous la patte doigt. Parce que l'amortisseur textile va se distendre un petit peu, comme un élastique en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher une élongation assez longue pour pouvoir être tenu par la chaîne. C'est la patte doigt qui tient le catamaran. Et puis quand la rafale passe, le nylon, le textile va reprendre sa taille normale, va libérer l'énergie et le bateau va faire des allers-retours sous les rafales, mais sans brusquer les points d'attache, sans brusquer la chaîne, le davier, etc. C'est à ça que sert la patte doigt. Et elle a le même usage sur un monocoque. Sur un monocoque, en général, on met juste un bout de câbleau avec une attache en acier. On appelle ça la main de fer. Le problème de la main de fer sur les monocoques, c'est que beaucoup de propriétaires de monocoques considèrent que ça sert juste à reprendre la chaîne pour éviter parfois d'avoir trop de tension sur le davier, mais peu y pensent. Mais c'est surtout pour que la chaîne ne cogne pas sur la coque ou parce qu'on leur a dit qu'il fallait mettre ça. Donc on se retrouve, tous les monocoques ici aujourd'hui à Sainte-Anne, autour de moi, tous sans exception, ils sont équipés comme ça. Ils ont une main de fer qui n'est même pas dans l'eau, donc 1 mètre à 1,50 m sous le davier. Ils ont 1 mètre à 1,20 m de câbleau, que j'espère en nylon pour eux. Mais ça ne sert à rien du tout, c'est juste joli, on nous a appris ça à l'école de voile et puis on le fait comme ça sans se poser la question. Et ça ne sert à rien. L'amortisseur, je le redis, il est là par beau temps pour absorber pas grand-chose en réalité, mais s'il y a une rafale, s'il y a quoi que ce soit, un imprévu, c'est là pour absorber l'énergie et la restituer. Et y compris sur un monocoque, il faut plusieurs mètres de nylon en général pour remplir ce rôle. En question subsidiaire sur ces sujets-là, de ligne de mouillage et d'imprévu, une question qui revient régulièrement, et en particulier en commentaire sur des vidéos comme la mienne aujourd'hui, c'est est-ce que j'embarque 100 mètres de chaîne ou est-ce que j'embarque moins, mettons 50-60 mètres de chaîne, que je prolonge par un câbleau approprié avec le textile qui va bien, en polyester, peu ou pas extensible, ou en polyamide, en nylon, plus extensible. Les réponses sont généralement très tranchées. C'est embarque 100 mètres de chaîne, te pose pas de questions, et c'est une bonne réponse, ou embarque 50 mètres de chaîne,
de haute résistance et prolonge-la avec le câbleau de haute résistance qui va être homogène, on en parlera à la fin, et c'est une autre bonne réponse. La différence entre les deux, elle tient, je vous donne l'exemple sur Tiama. Dans ma baille de mouillage, à la base, Tiama, il peut être livré avec 100 mètres de chaîne de 10. Je peux choisir 100 mètres de chaîne de 10 en grade 70 qui a la résistance d'une chaîne de 12 en grade normal, en grade 40. 100 mètres de chaîne de 10, c'est top pour Tiama, ça a la résistance qui va bien pour un bateau comme celui-ci, dans les conditions normales, voire un peu soutenues. Moi, quand j'ai acheté Tiama, on est parti théoriquement sur un programme de tour du monde dans lequel on pouvait faire face à des mouillages complexes par gros temps, par vrai gros temps, pas les choses qu'on a ici aux Antilles et qu'on a eues jusqu'à présent. J'ai choisi de mettre donc de la chaîne de 12 qui est plus lourde, 50% plus lourde, mais je ne peux pas rentrer 100 mètres de chaîne de 12 dans ma baille à mouillage, il ne rentre que 50 mètres à peu près. J'ai prolongé ma chaîne par un câbleau en polyester très résistant que j'ai épicé moi-même dessus. Comme ça, j'ai mes 100 mètres de ligne de mouillage au total si je veux mouiller un peu profond ou si je veux étaler du mauvais temps. Mais ma chaîne est plus lourde, c'est un choix que j'ai fait, il est délibéré. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, chacun doit faire face à ses propres choix. 50 mètres de chaîne plus lourde que la chaîne standard me donne aussi un petit avantage. Si je mouille dans pas trop profond, ma chaîne va bien me plomber mon ancrage et va me permettre de tirer plus facilement avec moins de fardage sur mon ancre à l'horizontale. Et donc j'aurai un cercle d'évitage plus réduit que les copains dans les mêmes conditions qui auraient de la chaîne un peu plus légère. La question n'est pas tranchée. Ceux qui disent « mais moi je sais », comme moi ça peut m'arriver parfois de dire « moi je sais », en fait ça mérite discussion. Pour terminer sur ces histoires d'élasticité de câbleau, je distingue les deux choses. Ma patte doigt et la patte doigt sur les catamarans, elle est par nature conçue pour être élastique. Elle doit être en polyamide, en nylon. Alors que ce soit du 3 taurons, le plus courant, qui ne coûte pas très cher, que ce soit de la tresse 8 taurons, qui a une meilleure résistance dans le temps et un amortissement un peu meilleur, mais qui est sensiblement plus cher. Dans les deux cas, c'est très très bien. Un câbleau qui prolonge la chaîne, lui, il peut être en polyamide. Il va donc conférer une meilleure élasticité à la ligne de mouillage en lui-même, indépendamment de la patte doigt ou de la main de fer. Il aura une moindre résistance généralement que s'il est en polyester. Sur Tiama, j'ai opté pour un câbleau de prolongation de la chaîne en polyester pour sa résistance à la traction et à la rupture. Les deux choix sont bons. Chacun le fait en connaissance de cause après s'être renseigné sur les caractéristiques des cordages qu'on leur propose, tant sur les résistances, les charges à la rupture, les charges de travail, on en parlera à la fin, que sur le prix, parce que le prix peut changer radicalement. Et bien évidemment, pour chaque matériau de ces cordages textiles, le diamètre a une influence importante. On comprend facilement qu'un câbleau de 18 mm de diamètre, gros comme le pouce, il n'aura pas la même résistance qu'un câbleau qui en ferait 30. On comprend évidemment qu'il ne faut pas la même énergie pour allonger un câbleau de 18 et un câbleau de 30. Et on comprend aussi quand on utilise la petite application dont je vous ai parlé, où on fait les tests, on donne les résistances, on donne les diamètres de chaîne, etc. On se rend compte par exemple que pour un catamaran pour Tiama, si je voulais que ma patte doigt ou mon câbleau de prolongation ait la même résistance que la chaîne, il me le faudrait, par mauvais temps, hein, encore une fois, par beau temps tout tient, mais par mauvais temps, il me faudrait un câbleau de 28 ou 30 mm. Des choses que je ne pourrais pas épicer sur la chaîne, c'est pas possible. Des choses que j'aurais du mal à stocker dans le bateau, c'est pas possible. Je synthétise tout ça. Les choix de diamètre de chaîne et de diamètre de câbleau et de nature du câbleau sont des choix qui nous appartiennent à tous. Chacun fait les siens. Je vous amène des éléments de réflexion ici, mais pas de réponse toute faite. Reprenez les chiffres, je viens de vous le dire, je vous le redis. Reprenez les chiffres, les valeurs, les résistances, etc. et faites votre propre choix et discutez-en avec les copains. Deux, trois choses pour clore le sujet de ces histoires de câbleaux et d'amortisseurs textiles. Tiama nous a été livré avec de quoi constituer une patte doigt. Elle n'était pas faite quand j'ai acheté le bateau.
J'avais on va dire les 15 mètres de cordage qui vont bien. C'était du 18 ou du 20 mm, un peu étroit à mon sens, un peu petit à mon sens, mais c'était du polyester. Et la patte d'oie, elle sert d'amortisseur pour les catamarans. Elle ne sert pas à éviter d'être tenue sur la chaîne. Ça, c'est accessoire. Elle sert d'amortisseur. Le polyester n'est pas un amortisseur. Mon bateau a été livré avec un mauvais choix et il m'a été dit à l'époque que oh, mais on livre tous nos bateaux avec et jamais personne s'en est plaint. Tant mieux si jamais personne s'en est plaint, ça veut dire que globalement, et c'est ce qu'on constate, la plupart des propriétaires de ces bateaux-là, de grandes croisières, on choisit tous des mouillages protégés, des mouillages de beau temps. On ne va pas s'exposer à des conditions ardues dans lesquelles une vraie patte d'oie élastique serait mise à contribution. La mienne s'est rarement beaucoup étendue. Mais il n'en demeure pas moins que le polyester, ce n'est pas un bon choix de textile. Question subsidiaire. Question subsidiaire. Ah, t'es bien malin Stéphane, mais tu m'as dit, moi j'ai fait un choix de ligne de mouillage mixte, 50 mètres de chaîne, 50 mètres de câbleau en polyester. T'es bien gentil, mais quand tu as étalé tout ça, t'as pas de doigt. Tu l'attaches comment? Parce que sur la chaîne, tu dois bien avoir un truc, mais sur le câbleau, tu fais comment hein? Petit malin. Sur la chaîne, sur Tiama, on a opté, et ça m'est propre, c'est rarement utilisé, on a opté pour des manies textiles. Je vous ai fait voir ça dans ma première vidéo, je vous les refais voir. Là, j'en ai quelques-unes d'avance, des plus petites, des plus grosses, des plus longues. L'idée, c'est de passer la manie textile dans un ou deux maillons de la chaîne et de la refermer. Et ça tient, ça a une résistance comparable. Quand il s'agit de frapper la patte d'oie sur le câbleau, la manie textile en elle-même, elle ne suffit pas. L'idée, c'est alors de prendre un bout. Le bout, il va être attaché à la patte d'oie avec une manie textile. Et l'autre côté, vous le verrez dans la première vidéo que j'avais faite il y a un an et demi, l'autre côté est attaché au câbleau avec le fameux nœud que j'utilise pour plein de choses. Vous le connaissez, c'est le nœud de bosse. On fait un tour, deux tours, trois tours en remontant vers le bateau. On passe par-dessus. On peut faire quelques petits tours si on veut et on termine par une ou deux demi-clés. Ce qui fait que quand il y aura de la tension, le nœud va se serrer autour du bout, autour du câbleau, et il va tenir aussi bien que si on était sur une manie textile sur la chaîne. Voilà la réponse à la question. Stéphane, comment tu attaches ta patte d'oie? La patte d'oie, elle va être attachée ici. Comment tu attaches ta patte d'oie sur le câbleau? Je l'attache avec un nœud de bosse, tout bêtement. Et ça a une résistance extraordinaire, ça sert à tout. Bon, sérieusement, avant le coucher du soleil, je termine cette histoire de câbleau. Vous choisissez le vôtre, le matériau qui va bien, le diamètre qui correspond à la charge de votre bateau, à ce que vous voulez étaler, qui soit cohérent avec la ligne de mouillage. On en parlera à la fin. Ce qu'on met du temps à comprendre, c'est que ces câbleaux s'usent, que ce soit la patte d'oie ou le câbleau de prolongation de la chaîne. Sur Tiama, je vais le changer. Je l'ai déjà inversé, mais je vais le changer. Il est temps, il a plus de 2 ans, il a 3 ans. Il est temps de le changer. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on les utilise très régulièrement pour les mouillages, patte d'oie et câbleau, ils prennent du sel dans les fibres, ils prennent des algues qui finissent par s'accrocher, mais surtout, ils prennent du sable qui est en suspension dans l'eau et qui va s'immiscer au cœur des fibres. Ça veut dire que un câbleau qui est mouillé, il est moins résistant qu'un câbleau sec. Un câbleau qui a déjà subi beaucoup de charges dans un coup de vent par exemple, il a déjà diminué sa charge de travail et sa capacité de charge de rupture. Mais un câbleau qui a déjà, je ne sais pas, tout dépend les mouillages où vous êtes, 1 an, 2 ans, 3 ans, il est bon à changer. Il faut le changer. Il a commencé à perdre sa résistance propre sans qu'on puisse le voir. C'est au cœur des fibres. C'est du consommable le câbleau. La chaîne, on va espérer qu'elle dure plus longtemps.
Mais le câbleau, c'est ce qui tient notre bateau en définitive. C'est ce qui évite les problèmes. Le câbleau, il ne faut pas hésiter, tous les 2, 3, 4 ans peut-être, selon l'endroit où vous vous trouvez, virez-le, changez-le. Donnez-le à quelqu'un pour se servir à autre chose, mais pas à tenir un bateau.